relation related to their businesses. So we are going to give you an exposure to this part in a very fun way. And gradually, Antoine is going to let you know what more we can do when it comes to business French, how more you can explore this part. So along with me right now, I have Philippe. Bonjour, Philippe. Bonjour, bonjour Bijal. As you all know, Philippe needs no introduction. He is known to all of us. He is attaché for cooperation in French language, and he is there for all of us to train us, to guide us. I'm glad that we are doing this program in collaboration with Institut Français. And next we have with us is Antoine. Bonjour, Antoine. Bonjour à toutes et à tous. So just to tell you, Antoine will be talking a lot more about telling him what exactly he does, but just to give you a brief, he's got his master's degree in international commerce from a business school in Bordeaux. And thereon, he's worked in many sectors, be it automobile, be it fashion industry. And thanks to his experience of being an entrepreneur and his passion for this business world, he has been training many students for this. So that's how we have come to this collaboration, so that we know how to go about. As participants, we all want to explore the new side of French. So Antoine is going to take us through this journey and tell us how we can start. We have to start somewhere. So that's what Antoine is going to do today. And towards the end, we'll be having a Q&A section. So guys, and you'll not be able to unmute yourself. That's the system of this meeting. You'll have to raise your hand and I'll be unmuting you and you can ask your question or you can put it in the chat box. So before I start, Philippe, to you. Oui, quelques mots d'introduction. Donc, je rappelle quand même, parce qu'il y a peut-être des participants que je ne connais pas encore, que je suis attaché de coopération pour le français, pour la zone ouest de l'Inde, qui couvre le Gujarat, le Madhya Pradesh, le Maharashtra et Goa, donc une zone vaste et très importante pour l'économie indienne et pour les échanges économiques franco-indiens. Donc je travaille étroitement avec tous les établissements que certains d'entre vous représentent, les écoles bien sûr, les collèges universitaires, les départements de français des universités et notre réseau de 14 alliances françaises en Inde. Donc je remercie Indo-French Hub, Bijal, Menon en particulier, de m'avoir proposé d'associer l'Institut français à ce webinaire. Ce webinaire donc, qui porte sur le français des affaires et qui sera donc animé par Antoine Laure. La demande en français sur objectifs spécifiques est importante en Inde dans le domaine du tourisme, pourtant gravement touché par les effets de la pandémie, mais aussi du fait de la présence des entreprises françaises. Il faut savoir qu'il y a environ 1000 entreprises françaises présentes sur le territoire indien et qu'elles emploient 350 000 salariés indiens, donc qui peuvent être aussi intéressés à ce titre par l'acquisition de compétences dans le domaine du français des affaires, mais aussi du fait de la croissance des entreprises indiennes internationales qui travaillent également sur des marchés francophones en Afrique, en Asie et ailleurs. Dans ce contexte, plusieurs universités notamment et plusieurs alliances françaises souhaitent développer des cours de français professionnel ou de français sur objectifs spécifiques afin de former des cadres capables de communiquer efficacement en contexte francophone. Je salue l'initiative d'Antoine Laure parce que je la trouve originale, puisqu'il a choisi d'intégrer des films, des entretiens,
des séries télévisées comme support pour enseigner donc le français des affaires. Et je le salue également comme collègue puisqu'il est aussi formateur d'ELF DALF. Voilà, je pense en avoir dit assez. Maintenant, je laisse la parole à notre intervenant, à Antoine. Thank you, Philippe. So, floor is all yours, Antoine. We are all yours to you. Merci Philippe et merci à Bijal d'organiser ce webinaire. Je vais essayer de vous donner des informations concrètes aujourd'hui. Je pense que aujourd'hui, c'est plutôt un niveau, je dirais, entre A2 et B2. Je vais essayer de parler clairement comme je le fais souvent. Si jamais ce n'est pas clair, n'hésitez pas à le dire en chat et au pire, Bijal pourra toujours apporter une petite précision. Et avant toute chose, je vous redis une dernière chose. Dites-moi rapidement dans le chat si vous avez déjà fait un cours de français des affaires, écrivez plus. Et si vous n'en avez jamais fait, écrivez moins. Juste rapidement. Donc, avez-vous déjà eu un cours de français des affaires? Moins, plus. Alors, d'accord. Je vois. Ah, quelques-uns, c'est bien. Très bien. C'est juste pour avoir un peu une information. Ça confirme un peu ce que je pense et c'est ce que j'observe depuis 5 ans. Et je vais vous dire pourquoi, en fait, je crée ce cours. C'est parce que j'ai observé qu'il y a beaucoup de livres et de ressources sur le français en général et le français pour les examens. Cependant, les livres sur le français des affaires sont moins nombreux. Ils sont pas forcément très récents. Et l'autre problème, ils sont pas forcément très interactifs. Donc, je ne dis pas qu'il est facile d'enseigner l'ensemble du monde de l'entreprise en quelques minutes avec vous aujourd'hui, mais on va essayer d'attaquer quelques thèmes intéressants et en se concentrant notamment sur les entreprises récentes et les startups, puisque d'après mon expérience en Inde, vous êtes un pays notamment très actif sur le milieu des startups aussi, et je pense que ça peut vous intéresser. Donc, sans perdre de temps, je vous donne rapidement le petit sommaire. Donc, je vais vous montrer comment trouver des ressources pour trouver vous-même des informations et des vidéos sur le français des affaires. Ensuite, nous regarderons 4 techniques concrètes pour travailler une vidéo du français des affaires. Après avoir parlé de quelques mots de vocabulaire typiquement startup, c'est-à-dire très liés entre le français et l'anglais, ce qu'on appelle, comme je l'explique dans le chat, le fameux anglais, French English. Ensuite, nous étudierons un pitch, donc une présentation d'une startup qui existe et qui existe encore, et nous essaierons de noter cette startup de façon interactive. Enfin, nous étudierons ensemble des extraits de bons films et de séries télé sur plusieurs thèmes du français des affaires. Donc, merci à tous. On y va. Première chose. Déjà, comment vous trouvez un film sur le français des affaires? Français des affaires, c'est comme dire je veux connaître l'Inde. C'est pas possible, c'est trop large, c'est pas un sujet généraliste comme ça. Il faut vraiment préciser. Par exemple, est-ce que je veux apprendre plus de vocabulaire sur le marketing ou sur le licenciement ou sur l'investissement? Essayez déjà de choisir un thème qui vous intéresse. Ensuite, parfois, il vaut mieux multiplier le plaisir que uniquement le côté scolaire. Donc, si vous avez un acteur, un réalisateur, une actrice qui vous plaît bien, elle a peut-être joué dans un film lié au thème qui vous intéresse. À ce moment-là, tournez-vous vers ce thème, vers cette ressource, pardon. Ensuite, avant de regarder un film complet ou une série complète, regardez la bande-annonce, le trailer. Donc, vous regardez la bande-annonce et vous vous dites, est-ce que je suis prêt à passer plus de 30 minutes, 40 minutes, 50 minutes à regarder cette ressource sur le français des affaires? Enfin, je le conseille tout le temps. Regardez avec les plateformes de streaming. Alors, je ne sais pas en Inde, mais par exemple, Netflix a souvent des sous-titres intégrés qui sont justes. Vous devez aussi, je vous conseille d'ajouter la petite extension Google Chrome Netflix qui vous permet de rajouter des explications aux sous-titres. Donc, Netflix plus extension Chrome, c'est très utile pour mieux apprendre votre français des affaires. Enfin, je vous donne rapidement sur le chat quelques ressources utiles pour trouver des bons films, à la fois dans des sites comme Sens Critique, Écran Large et Allociné, mais aussi de regarder, il y a quelques conseils sur des films un peu plus business par le Fossoyeur de films et Independent.
Le chat, l'extension. Alors, je ne peux pas l'écrire comme ça, je ne l'ai pas en tête, mais ça s'appelle Language for Netflix ou quelque chose comme ça. Elle est facile à trouver. Antoine, tu as déjà Oui. partagé l'écran? Non, n'est-ce pas? Pas encore, Ah, pas ok, encore. ok, ok. C'est volontaire, c'est volontaire. Donc, comme dit Bijal, il est temps maintenant de vous partager une première technique, la façon de travailler avec les films. Est-ce que vous voyez bien mon écran? Oui, C'est oui. bon? Très bien. Première technique, c'est écrivez ce que vous entendez. Donc, ce que vous faites, vous prenez un court extrait d'un film de business, 1 minute, voire moins d'1 minute, et sans regarder les sous-titres, vous notez sur une feuille de papier tout ce que vous entendez. Et vous répétez ce processus jusqu'à ce que vous n'arriviez plus à écrire des bouts du dialogue. Ensuite, vous comparez simplement avec les sous-titres. Et ça vous permet de voir si vous comprenez bien le film. Deuxième technique très utilisée, bien sûr, c'est la traduction dans les deux sens. C'est une technique un peu similaire. La différence, c'est que vous traduisez un passage. C'est-à-dire que vous ne racontez pas forcément l'ensemble des dialogues, mais vous traduisez ce que vous avez compris. Et une journée ou deux après, vous comparez et vous voyez si c'est confirme l'histoire, si l'histoire est réelle par rapport à ce que vous aviez écrit il y a un jour. Troisième technique que j'aime beaucoup et qui est très intéressante à faire, si vous êtes dans un groupe, notamment un groupe de langue ou peu importe, vous choisissez un extrait d'une réunion, par exemple une réunion d'entreprise, et vous apprenez par cœur cet extrait de la vidéo et vous essayez, comme un interprète, de répéter cette scène comme si vous étiez l'acteur principal choisi par le réalisateur. L'avantage de cette technique, c'est que vous copiez non seulement ce que les Français et les francophones disent, mais la façon dont nous le disons. Puisque, comme vous savez, par exemple, les Français aiment beaucoup les gestuels avec les mains. Je sais que les Indiens, c'est un peu plus la tête. Donc, chaque pays et chaque région a ses gestuels et c'est important aussi de les copier. Dernière technique. Alors, je vais juste agrandir, le slide. Dernière technique, c'est le shadowing. Donc, shadowing, bien sûr, qui est une technique qui vient du mot anglais ombre. Que faites-vous? Vous regardez un extrait d'un film, notamment, ça peut être une scène de licenciement, et vous verrez, nous regarderons ce type de scène après. Vous regardez 2-3 fois cet extrait. Et ensuite, vous commencez l'exercice dont il s'agit de répéter chaque mot ou petite phrase juste après l'avoir entendu comme une ombre, comme un écho. Donc, si l'acteur dit « je dois vous licencier aujourd'hui », vous devez répéter très rapidement « je dois vous licencier aujourd'hui ». En faisant cette méthode, ça vous permet vraiment d'être sûr que lorsque vous vous enregistrez, une fois que vous vous enregistrez, vous comparez entre ce que vous avez dit et ce que l'acteur dit. Et vous continuez de répéter le processus jusqu'à ce que votre enregistrement colle le plus à l'acteur principal ou l'actrice principale. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le shadowing. Vous pouvez le faire avec ou sans sous-titres. Je conseille de le faire sans sous-titres, c'est plus pratique et plus rapide. Et l'idée quand même, c'est vraiment toujours de parler comme un natif. Ce qui est toujours un désir de tous mes étudiants d'essayer de parler avec le moins d'accent possible, avec le bon rythme, avec la bonne prononciation et diction. Si vous voulez en savoir plus sur ce sujet, vous avez de la chance puisque Marion de Clap Français, qui collabore avec Indo-French Hub, est une experte en shadowing. Donc je vous invite à aller voir sur sa page Instagram. Elle pratique le shadowing régulièrement, donc n'hésitez pas à aller voir Clap Français. Donc, continuons. Est-ce que pour le moment vous m'entendez bien? Est-ce que ça va? Est-ce que c'est clair? Ou est-ce que je dois parler plus lentement? Ça va? Plus si ça va. Plus? Eh bien, très bien. Si content, continuons. Autre sujet du jour, c'est les vocabulaires spécifiques aux startups. Le startup, c'est un monde, c'est la jungle. C'est tellement la jungle que parfois les Français ne comprennent pas leurs collègues français qui travaillent dans une startup. Donc, je vais vous donner quelques mots intéressants à connaître du vocabulaire des startups. Allons-y, plongeons dans ce monde. Hop. Voilà.
la love money, vous connaissez ce mot en anglais, et bien la love money peut être dit en français les 3 C, c'est-à-dire les 3 personnes qui peuvent me donner de l'argent pour créer ma startup. Le cousin, les copains et les cinglés, les gens fous. Autre mot utile, le crowdfunding, vous connaissez ce mot, eh bien en français, il existe. Ça s'appelle le financement participatif puisqu'il s'agit de faire participer d'autres personnes à financer votre startup ou votre jeune entreprise. Faire un premier tour de table. Alors, c'est pas comme le jeu des petits-enfants à tourner autour de la table. Faire un premier tour de table, c'est aller voir différentes personnes, donc comme si elles étaient autour d'une table, pour financer votre projet. C'est ça le premier tour de table. Ensuite, que veut dire ce franglais connu qui est monter une entreprise? Donc, un mot français en mode bootstrap en anglais. Il s'agit juste de créer une entreprise sans financement extérieur. Donc, si vous avez des économies et que vous financez votre startup vous-même, vous pouvez le faire en mode bootstrap. En général, ce n'est pas possible de le faire si vous voulez que votre startup grandisse très vite. Mais c'est utile au début. Enfin, le BFR. Le BFR est très utilisé. C'est un mot français qui veut dire besoin en fonds de roulement, c'est-à-dire votre entreprise, votre startup a besoin de financement. Et dernier mot qui est très mignon, que tout le monde connaît, c'est licorne, unicorn en anglais. Ce sont les sociétés qui sont valorisées à plus d'1 milliard de dollars ou d'euros. Donc, elles sont pas nombreuses et c'est vraiment le rêve, je dirais, le Graal de toutes les grandes entreprises. Maintenant, encore quelques autres mots. Ne vous inquiétez pas, nous allons ensuite dans tout ce qui est extrait de vidéo. La scalabilité, qui est un mot francisé, qui vient de l'anglais, qui veut dire que c'est la capacité de l'entreprise à s'adapter lorsqu'elle prend de la valeur, lorsqu'elle grandit. C'est-à-dire que si l'entreprise passe de 5 employés à 50 employés, c'est-à-dire qu'il y a un grand changement. Donc, c'est ça la scalabilité, c'est être capable de réussir malgré ce changement d'échelle. Ensuite, une jeune pousse, un vocabulaire qui vient des plantes. Donc, ça ne veut pas dire une jeune plante, c'est une jeune start-up. Disrupter un marché. Je prononce en français un mot d'origine anglaise, ça veut dire lorsque votre marché, c'est-à-dire le nouveau produit que vous proposez avec votre start-up est révolutionnaire. Méthode agile, vous connaissez, mais je vous le dis en français, c'est une méthode plus souple et flexible pour répondre aux besoins des clients qui se trouvent au centre de vos priorités. Et enfin, une pépinière, encore un mot d'origine horticole, donc c'est-à-dire qui vient du vocabulaire des plantes, c'est juste une structure. Donc, ça peut être un espace, un hall, une petite entreprise qui facilite la création des jeunes entreprises, donc des jeunes pousses. Voilà. Alors, peut-on faire un petit jeu avec vous et ensuite on y va. Écoutez la différence entre comment parler dans une startup et comment parler dans un livre. Donc vous verrez pourquoi finalement parfois les manuels de français sont très bien et très utiles, mais ne montrent pas la réalité du vocabulaire utilisé dans les startups. Dans les startups, on utilise beaucoup les mots anglais. Donc, directeur technique devient Chief Technology Officer, directeur marketing, Chief Marketing Officer. Mais allons plus loin. Il faut qu'on pitch le nouveau projet au BizDev de la boîte. Ou il faut qu'on pitch le projet au BizDev de la boîte. Eh bien, ça veut dire en langage plus clair, il faut qu'on présente le nouveau projet au commercial de l'entreprise. Boîte, c'est entreprise, et pitch, c'est présentation. Ouh, c'est chaud. Il faut qu'on mette le paquet sur les early adopters, sinon ça va pas le faire. Qu'est-ce qu'on veut dire par là? On veut dire que c'est difficile. Il faut qu'on se concentre au maximum sur les primos, donc les premiers accédants au service, sinon ça ne va pas fonctionner. Autre exemple, le blême, c'est que la techno, elle n'est pas assez disruptive. Il faut qu'on se bouge pour qu'on soit au point. Cette phrase, elle est toute simple en fait. Elle est même beaucoup plus claire en langage non start-upien. C'est de dire que le problème, c'est que notre technologie n'est pas assez révolutionnaire. Il faut qu'on s'active, il faut qu'on soit plus dynamique pour être au point. Dernier dialogue différent entre c'était quoi le nouveau post, le reach du post de Instagram hier. C'était quoi?
Ben, ça veut dire, sinon, c'était quoi la portée? La portée, c'est l'impact de la publication d'hier sur Instagram. C'est pas mal, on a touché 120 000 subscribers, la CTA était d'environ 2%, l'invite pour l'event, blablabla. Ça veut tout simplement dire, on a touché 120 000 abonnés au lieu de subscribers avec la campagne et 2% des gens ont cliqué sur l'invitation pour l'événement. Dernier petit mot, je te laisse, il y a réunion, il y a réu avec le CEO sur le kick-off du nouveau site internet. Nous dirons, je te laisse, il y a une réunion avec le PDG pour le démarrage du nouveau site internet. Donc voilà tout. Maintenant, comme je vous ai promis, on va ensemble juger la présentation qu'on appelle le pitch d'une jeune startup. C'est une startup qui existe. Elle a pitché, donc elle a présenté son projet à la télévision française face à des vrais investisseurs. Donc allons-y. Il y a plusieurs critères possibles et je vous propose ces 5 critères. Premier critère, critère de nouveauté et d'innovation, c'est-à-dire est-ce que la startup propose un projet innovant et novateur? Deuxième critère, est-ce que les valeurs de la startup sont intéressantes? Ça peut être pour la protection du handicap, la protection de l'environnement. Est-ce que les valeurs de la startup vous plaisent? Autre critère, l'impact et l'intérêt pour les clients. C'est-à-dire, est-ce que vous pensez que cette startup aura un réel impact et est-ce que les clients vont se ruer pour acheter ces produits ou ces services? Quatrième critère, est-ce que la forme, est-ce que la façon dont le jeune entrepreneur ou la jeune entrepreneuse présente la startup est très, je dirais, très intéressante et très captivante? Enfin, le dernier critère, est-ce que le porteur de projet, c'est-à-dire le chef ou la chef du projet de startup, est qualifié pour mener le projet à bien? Donc, basons sur ces 4-5 critères, je vais vous donner juste quelques mots de vocabulaire avant de regarder la vidéo pour vous aider. Premier mot, c'est l'entrepreneur qu'on va voir demande 25 000 € aux investisseurs contre 5% de son entreprise. Il parle d'une marque d'accessoires de mode en matière recyclée, c'est-à-dire qu'il propose un produit construit à partir de matières recyclées ou recyclables. Il propose ce qu'on appelle des ceintures qui rendent la vie plus belle. C'est pour ça qu'il a fait un jeu de mots. Vous verrez, le nom de l'entreprise s'appelle La Vie est Belt, belt comme ceinture. Ensuite, il parle de pneus de vélo recyclés. Donc, une des matières recyclées, ce sont les pneus des véhicules, que ce soit des vélos, voire des voitures. Son entreprise mène des actions pour aider les personnes en situation de handicap. Donc, je répète que dans l'usage, maintenant, c'est autorisé de dire les handicapés, même si on dit beaucoup les personnes handicapées. Et enfin, il explique qu'il a permis le recyclage de plus de 1,5 tonnes de caoutchouc, le caoutchouc étant la fameuse matière présente dans les pneus. Alors, attention, je vais vous demander 1 minute d'attention. Voici le pitch de l'entrepreneur de 26 ans. Vous écoutez bien, ensuite nous ferons un jugement sur ce pitch. Allons-y. 3, 2, 1. Partons. Hop. Bonjour à tous. Je suis très heureux d'être là. Je m'appelle Hubert, j'ai 26 ans. Je suis originaire de Lille et je suis ingénieur. Aujourd'hui, je vous propose de participer à l'aventure La Vie est Belt avec vos conseils et avec votre réseau, avec un apport financier de 25 000 € pour 5% de l'entreprise. La Vie est Belt, c'est une marque d'accessoires de mode en matière recyclée. J'ai lancé cette aventure il y a 2 ans avec la ceinture, des ceintures qui rendent la vie plus belle, puisqu'elles sont faites avec des pneus de vélo recyclés, qui sont façonnés par des personnes en situation de handicap, dans une entreprise adaptée à côté de Lille. Savez-vous qu'en France, on n'a jamais eu autant de personnes en situation de handicap au chômage? Ils étaient 2 fois moins en 2011. Alors qu'est-ce qu'on attend pour agir? Surtout qu'on est plus de la moitié des Français à porter une ceinture. Donc autant bien le faire. En 2 ans, on a vendu près de 6 000 ceintures. On a recyclé plus d'1,5 tonne de caoutchouc.
Nos prix de base de ceinture sont à 39 €. Concrètement, en 2018, notre première année globale, on a fait 120 000 € de chiffre d'affaires en générant du profit. En 2019, on est en train de faire le double. Et on vise de finir l'année à 250 000 € de chiffre d'affaires. Donc oui, on est une entreprise rentable qui veut changer le monde à son échelle. Voilà, on a également lancé de nouveaux produits. Il y a d'autres matières à travailler. On a fait les nœuds papillons en chambre à air et en tissu recyclé, les porte-clés et également des ceintures avec les lances à incendie des pompiers fraîchement sortis, qui est un déchet qui est aussi incinéré jusqu'à présent. On pourrait aller plus haut, on pourrait aller plus loin, avoir plus d'impact. Et pour ça, vos conseils sont précieux, votre réseau aussi et votre participation financière. N'oubliez jamais ça, tout devient possible quand la vie est belle, de tous et d'y croire. Ce que je vous propose aujourd'hui, c'est de la vivre ensemble. Merci beaucoup. Donc, chers amis, je vais vous demander maintenant d'ouvrir votre téléphone mobile, ou d'ouvrir Chrome ou Safari. Nous allons faire une notation, un jugement sur ce pitch. Pouvez-vous vous connecter sur le site Slido? Donc, c'est sli.do. Je vous laisse quelques instants, s'il vous plaît, pour vous connecter sur Slido. Vous verrez en haut de votre écran, dans la partie Joining as a participant, il faut écrire un code. Et ce code va nous permettre de répondre entre 1 et 5 sur chaque critère. Donc, je vais vous demander, pour les 5 critères, donnez une note, 1 si vous n'êtes pas content, 5 si vous êtes très satisfait. Voilà le code. Vous notez simplement 3, 3, 3, 6, 6, 6, 8. Donc, je vais répéter le code dans le chat. 3, 3, 3, 6, 6, 6, 8. Un instant. Maintenant, allons-y. Vous pouvez commencer à noter. Vous voyez, on va regarder ensemble les scores. Je vous laisse un peu de quelques instants et regardons ce que vous pensez de ce jeune homme. Donc, pour le moment, sur le critère de nouveauté et d'innovation, nous voyons que vous êtes plutôt à penser 3. C'est ça qui se dessine, mais continuons. Certains ne sont pas contents. Je vois la note 2. Voilà. Je vous laisse encore, allez, 30 secondes pour noter avant de répondre au prochain critère. Il y a un certain statu quo. Donc, on est plutôt dans la note moyenne. Donc là, vous êtes vraiment des investisseurs. Vous essayez de noter, est-ce que vous voudriez donner de l'argent à ce monsieur pour l'aider à faire son entreprise? Donc, je vous propose de continuer sur les prochaines questions. Désolé si d'autres voulaient répondre. Ça va disparaître. Donc, le consensus, c'est plutôt 3. Maintenant, prochaine question. Vous restez sur le même lien. Critères liés aux valeurs de la startup. Est-ce que le valeur d'aider les handicapés, du recyclage, ce sont des valeurs qui vous correspondent? Est-ce que ça vous plaît? Est-ce que pour vous, c'est important ou pas? Pas de jugement. C'est juste, est-ce que les valeurs qu'il a correspondent à vos valeurs? Donc, je vois que là, nous sommes plutôt sur des notes plus élevées. On voit beaucoup plus de 4 et de 5. C'est intéressant. Allez, encore quelques secondes. 5. Certaines personnes ne sont pas satisfaites du tout. Très bien. Pas de problème. D'accord, allez, encore 10 secondes. Très bien. Allez, question suivante. Est-ce que vous pensez que ces ceintures recyclées de caoutchouc peuvent intéresser des clients? Est-ce qu'il sera possible de vendre? Parce que un concept, c'est bien, mais vendre, c'est mieux. Très bien. Donc,
Hein, imaginez-vous, demain, vous êtes dans votre marché ou dans votre magasin, vous voyez ces ceintures. Est-ce que vous êtes intéressé par payer? Je répète le prix, c'est 35 euros. Hein, je ne sais pas exactement le cours de la roupie, mais 30 euros à peu près. Donc, c'est à peu près 3 fois plus cher qu'une ceinture basique à H&M ou à Zara ou en supermarché. Donc là, on est plutôt dans 3, donc une note moyenne. Très bien. Prochaine question. Hop. Est-ce qu'il présente bien? Est-ce que vous considérez qu'il est assez professionnel dans son approche, dans sa façon de s'exprimer? Donc, c'est un ingénieur qui est devenu entrepreneur. Il vient de Lille, qui est une région du nord de la France, une ville du nord de la France. Très belle ville d'ailleurs. Donc, dans l'ensemble, vous êtes assez d'accord. Je partage un peu votre opinion sur sa façon de présenter est claire. Maintenant, dernière question, piège un peu tendu. Est-ce qu'il est qualifié? Donc, quelqu'un peut avoir une bonne idée, mais ne pas être qualifié pour le faire. C'est ça la question. Est-ce que son idée est bonne, mais il faut un autre chef, ou il peut continuer à gérer son entreprise comme il le fait depuis 4 ans? Donc là, nous sommes dans des avis plus mitigés, hein, plus partagés. Hein. On sent que... Bon. Dans l'ensemble, vous lui donnez confiance, hein, vous avez confiance en lui, donc vous êtes prêt à lui donner de l'argent et prêt à lancer son aventure. Bon, eh bien, revenons à Pardon, je vais arrêter le passage 2 secondes. Donc, ça, c'est un petit exercice pour vous montrer que on peut apprendre beaucoup en français en apprenant à noter. Parce que comme vous le savez, apprendre à noter quelqu'un, c'est arriver à bien comprendre un sujet. Donc, c'est vraiment très utile de noter quelque chose. Ça vous permet de mieux comprendre n'importe quel sujet et c'est très utile en français des affaires. Maintenant, je vous propose quelque chose d'autre, un exercice un peu différent. On va parler d'un film. Donc, le film, je vous le note ici. Corporate, il date de 2017. C'est un film avec de Nicolas Siol. Voilà. Donc, vous avez le réalisateur et l'auteur. Je vous donne l'origine du film. Il faut savoir qu'il y a plusieurs années, la société France Télécom est devenue, je dirais, plus libérale et s'est transformée dans le groupe Orange. Vous connaissez peut-être Orange, c'est le premier entreprise de télécommunications en France. Et suite à la libéralisation de l'entreprise, il y a eu une vague de personnes et d'employés qui malheureusement se sont suicidés dans leur espace de travail. Donc, le thème du film est assez simple, c'est que vous avez une directrice des ressources humaines qui, après avoir écouté un employé de l'entreprise, entend cet employé sauter et se suicider sur le lieu de travail. Donc, on la tient comme responsable un peu de la vague de suicide puisqu'elle est responsable des ressources humaines. Dans cet entretien que nous allons écouter, cette jeune femme essaye de faire le point avec Catherine, une employée qui travaille depuis des années dans l'entreprise, et elle essaie de la pousser à quitter l'entreprise ou en tout cas d'aller travailler dans un autre bureau de l'entreprise moins bien payé. Donc, je vous laisse avec ça. Allons-y. Hop. Go. Hop. Donc, quelques mots de vocabulaire rapidement. Moment phare, c'est comme un phare, donc c'est un moment essentiel de sa carrière. Une question piège, attention, c'est une question où il n'est pas forcément évident de trouver la bonne réponse. Le monde est en mutation permanente, ça veut juste dire que l'économie, le monde de l'entreprise change tout le temps, donc il est nécessaire pour tous les employés de s'adapter. Donner le meilleur de moi-même, vous connaissez cette expression, mais je la répète, c'est vraiment donner le maximum, travailler au maximum de ses capacités. Et se mettre en mobilité dans ce contexte, ça veut dire travailler dans une autre région souvent. Vous êtes à Bombay, on va vous demander de travailler à Delhi.
Voilà, la mobilité. Et c'est pas forcément pratique pour tout le monde de bouger. Donc, sans plus attendre, voici l'extrait qui s'appelle crise RH, c'est-à-dire la crise en ressources humaines. Écoutons ça ensemble. Vous avez 46 ans. Vous êtes à un moment phare de votre carrière. Comment est-ce que vous vous voyez dans 10 ans? Dans 10 ans? Dans 2 ans? Dans 6 mois? Je ne sais pas. Non, ça n'est pas une question piège. Je me la pose aussi. Et alors, vous vous voyez comment? Vous savez, Catherine, nous sommes dans un monde en mutation permanente. C'est très important de ne pas subir ces évolutions, de savoir les anticiper. Comment vous envisagez la suite? J'aimerais continuer à travailler au sein de l'équipe, à continuer à donner le meilleur de moi-même, tout en travaillant sur les points que nous avons identifiés ensemble. Voilà. Il y a des tas de perspectives au sein des Zen. Des tas de possibilités d'évoluer. C'est-à-dire? Vous pensez que je devrais changer de poste? Moi, je ne veux surtout pas penser à votre place. Mais on peut y réfléchir ensemble, si vous voulez. Est-ce que vous me demandez de me mettre en mobilité? Je peux vous accompagner dans votre réflexion à ce sujet. Alors, à vos claviers, je vais vous demander 2-3 questions. Je vais vous poser, 2-3 questions. Première question sur cet extrait. Que demande la directrice du personnel à Catherine, cette employée de 46 ans? Je vous laisse quelques secondes. Vous pouvez juste écrire un petit mot. Qu'est-ce qu'elle exige de la part de Catherine? Si la question n'est pas claire, je vous donnerai de toute façon la réponse. Donc, est-ce que elle lui demande de rester dans l'entreprise? Est-ce qu'elle lui demande de partir? Quelle serait votre réponse? Présenter ses projets professionnels. D'accord. D'autres réponses? Comment voit-elle son avenir? Ça, c'est très bien. Hein. Se mettre en mobilité, projet d'avenir. Oui, là, on touche à ce qu'elle dit. En fait, elle lui pose cette question difficile. C'est ça, c'est bien, Aditi. Comment elle se voit dans 2 ans, 1 an, 6 mois? C'est-à-dire quel est son avenir dans l'entreprise? Mettre en mobilité, j'y viens, c'est ce qu'elle propose à la fin. Ensuite, à votre avis, autre question. Catherine, est-ce qu'elle souhaite continuer à travailler dans l'entreprise? Est-ce qu'elle est contente de travailler dans cette entreprise? Oui ou non? Vous pouvez mettre plus si oui, non. Oui, non. Oui, on tient quelque chose. Exactement. C'est bien, je vois que vous comprenez bien. Vous avez un très bon niveau. Elle souhaite continuer à donner le meilleur d'elle-même au sein de l'équipe. Donc, elle ne voit pas le problème. Pour elle, c'est normal, il faut continuer dans l'entreprise. Dernière question. Est-ce que la directrice du personnel propose un bon poste à l'employé, plus ou non? Est-ce que c'est une belle offre d'emploi qu'elle propose à l'employé? Non. Très bien. Comme on dit, vous êtes très concentré, c'est très très bien. En fait, effectivement, sa direction lui a demandé de muter, donc de faire déplacer l'employé ailleurs pour un poste qui est moins intéressant et probablement moins bien payé. Il y a la pression de sa direction et c'est ça. Donc, c'était une suggestion, mais en fait, c'est plus une suggestion. C'est une imposition. Elle impose à cet employé ce changement. C'est dans la façon de le dire. Ensuite, je vous propose une interview d'un homme qui s'appelle Frédéric Mazella. D'accord? Allons-y, je vais vous le présenter. Frédéric, nous voici. Frédéric, nous voilà. Frédéric Mazella a créé la première entreprise au monde de covoiturage. C'est une licorne, désormais, comme je vous avais dit. L'entreprise est valorisée à 2 milliards d'euros.
et il y a 90 millions d'utilisateurs dans le monde. Donc en fait, BlaBlaCar, c'est une application. Vous utilisez l'application et vous trouvez une personne qui a une voiture et dans sa voiture, elle a quelques places et vous pouvez, moyennant un peu d'argent, covoiturer avec elle, c'est-à-dire conduire ou non avec elle. Ça permet de gagner de l'argent pour les conducteurs et de moins payer pour les voyageurs. C'est notamment numéro 1 en Russie, numéro 1 en France, numéro 2 en Allemagne. C'est très, très populaire. On va écouter une interview de cet homme qui va nous présenter son parcours. C'est un homme qui a étudié à Sciences Po Paris, je pense que vous connaissez, hein, la fameuse grande école Université de sciences politiques de France. Et après son parcours, on en discutera. Donc, allons-y. Parcours rapide de Monsieur Mazzella, fondateur de BlaBlaCar. L'université de Stanford. L'intelligence artificielle. Mon prof de musique. BlaBlaCar. Chercheur à la NASA. Inverser le changement climatique. Mon investisseur, Jean-David Chamboreno. C'est une citation de Galilée que j'aime bien, qui dit « Je n'ai jamais rencontré quelqu'un qui n'avait rien à m'apprendre ». Le départ en vacances. Le retour de vacances. Je vais l'éviter. L'optimisme. Alors, dites-moi, première question. Où a-t-il... Pardon. Son premier stage, il a fait où? C'était où son premier stage? NASA. Pourquoi je pose cette question? Parce que c'est une personne qui a fait les meilleures études de France et qui a fait un stage dans une entreprise prestigieuse déjà. Donc, c'est pas quelqu'un qui vient... Autre chose, qu'est-ce qu'il détestait quand il était petit? Ou il n'était pas bon dans quelque chose? Je refais la question. Il n'était pas très bon dans un secteur. C'était quoi? Donc, il était bon à l'école, mais c'est ça. Il faisait des concours musicaux, probablement parce que ses parents le souhaitaient, mais il n'était pas très bon. Ensuite, quelle est sa valeur la plus importante pour lui? Il a dit un mot qui est une valeur importante pour lui. L'optimisme. Merci. C'est le mot. Donc, c'est une personne qui, par nature, est très optimiste. Donc, je répète, BlaBlaCar est une entreprise incroyable et je vous conseille de vous renseigner sur Wikipédia. Vous apprendrez beaucoup de choses intéressantes sur l'entrepreneuriat en France. Maintenant, j'aimerais parler d'un entrepreneur star de France. J'ai d'abord une question. Est-ce que vous savez-vous que Le Monde, le journal Le Monde, est possédé par un entrepreneur innovateur? Connaissez-vous cet homme qui possède le groupe Le Monde? Enfin, la majorité des parts du Monde. Je vais vous aider, bien sûr. Je ne vais pas vous laisser tomber. On va parler de cette personne tout de suite. Donc, on va parler de Xavier Niel, chers amis. Xavier Niel, milliardaire, 4-5 milliards d'euros. Il a créé la 4e entreprise de télécommunications en France, qui s'appelle Free Mobile. Il a créé surtout Station F, qui est le plus grand incubateur de start-up en Europe, pourquoi pas au monde, puisque vous pouvez aller à Paris, même si vous êtes étranger, et créer votre start-up. Il y a à peu près 1000 start-up là-bas. Donc, ça s'appelle Station F, notez bien. On note, on retient. Station F, c'est incroyable, c'est très, très, très gros. Très intéressant pour vous, je pense. Il a fondé l'école 42. L'école 42, c'est une école qui forme les meilleurs codeurs et programmeurs sans condition de diplôme, présent dans environ 30 pays, pas encore en Inde, mais il faut absolument que vous demandiez à des investisseurs de créer l'école 42 en Inde parce que c'est incroyable le niveau qui est proposé à cette école, ouvert tous les jours, toutes les heures. Et aussi, c'est un des plus grands investisseurs de France par sa société d'investissement qui s'appelle Kima Venture. Bon.
j'arrête la petite publicité. On va écouter cet homme qui nous raconte qu'est-ce qu'un entrepreneur, quel est le problème et qu'est-ce qu'il propose avec Station F. Écoutons Xavier Niel. Je me tais. À quoi ça ressemble un entrepreneur? Un entrepreneur ressemble à moi, c'est-à-dire que c'est tout blanc, ça fait des grandes études. Moi, j'ai fait des études moyennes, ça a 40 ans. Bonjour, écoutez, là on est chez Station F et moi j'aimerais vous lancer un message. Ici, vous avez en face de vous l'entrepreneur classique, c'est-à-dire que je suis plutôt né en France, de famille française traditionnelle, dans un milieu plutôt favorisé. J'ai pas fait beaucoup d'études, mais en général un entrepreneur il a plutôt fait beaucoup d'études, c'est un garçon. Il a 40 ans, je suis un peu plus vieux, mais c'est ça, vous avez en face de vous l'entrepreneur classique. C'est bien un entrepreneur classique, mais c'est pas ça, c'est pas ce type de format qui est capable de créer des grandes entreprises. Si vous prenez les 100 premières startups françaises, elles ont été créées par des gens qui ont le même profil que moi. On est content d'avoir ce type de profil en France, mais ce qu'on a envie, et si on veut créer des grandes startups, on a besoin de profils différents. Et c'est pour ça que ce lieu a été créé, pour justement accueillir des gens différents. Ça fait 35 000 m² et on essaye d'avoir des gens qui ont des profils différents. C'est un lieu qui est dirigé par une équipe qui a parité d'hommes et de femmes, ce qui n'existe pas souvent dans l'entrepreneuriat. Des gens qui sont nés dans des pays différents, qui parlent des langues différentes. Et on se veut ici un lieu ouvert. On a déjà plus de 1000 startups, mais on a envie de trouver ici des personnes qui ont envie de créer des startups différentes. Pour faire cela, on a créé un programme qui s'appelle le Fighter Programme, qui est fait pour des jeunes différents, pour des gens qui sont réfugiés, qui ont envie de créer leur société, des gens qui ont arrêté leurs études à 12 ans et qui ont envie de créer leur société. Ce programme, il a été fait pour vous, si vous êtes dans ce cas, avec l'envie de les accompagner pour créer quelque chose de différent, de créer des grandes entreprises qui deviendront, on l'espère, les Google, les Apple et les Facebook de demain, parce que ces entreprises, elles ont été créées elles-mêmes par des gens qui étaient différentes, qui avaient arrêté leurs études, qui étaient nés à l'étranger, et c'est grâce à ça, à cette différence que l'on sait que l'on est capable de créer des grandes entreprises ici. Donc on a envie que vous veniez avec nous parce qu'on pense une chose, c'est que si aujourd'hui vous avez l'impression que dans votre vie tout va mal, que votre vie professionnelle ne marche pas bien, il y a une chance, il y a un truc qui marche bien, c'est de créer votre boîte. Parce qu'au moins là vous êtes sûr que votre patron ne vous emmerdera pas, il sera sympa avec vous parce que ça sera vous-même et que vous allez pouvoir créer exactement ce que vous avez envie de faire et le matin quand vous lèverez, vous serez content de faire ce que vous allez faire. Très bien. Alors, 2-3 questions sur cet entrepreneur. Dites-moi, quel est le profil d'un entrepreneur classique? C'est quoi un entrepreneur classique? Quels sont ses critères, ses caractéristiques? 40 ans environ, très très bien. Quel sexe? C'est un homme, c'est une femme, c'est, je sais pas. Il vient d'un milieu favorisé, c'est un homme, c'est ça, c'est plutôt masculin, bonnes études, bon quartier. Il a fait beaucoup d'études, c'est vrai. Et lui, il n'a pas fait beaucoup d'études, mais ce qu'il explique, c'est que les autres entrepreneurs ont fait beaucoup d'études. Autre question. Qu'est-ce qu'il essaie de faire avec Station F? Quel profil il cherche dans son incubateur? Quels sont les profils recherchés? Donc, il critique l'entrepreneur classique, mais qu'est-ce qu'il veut comme type de personne? Est-ce qu'il veut des gens venus de plusieurs pays? Oui, c'est ça, des profils pas classiques. Il veut même des réfugiés, ce qui est quand même intéressant. Quoi d'autre? Des personnes différentes, beaucoup de langues, très très bien. Ensuite, divers milieux, c'est ça. Donc, je vous explique. Station F, chers amis d'Inde ou d'ailleurs, regardez le site internet. Vous pourriez peut-être marcher. D'accord? Voilà. Hop, pardon. Voilà. Station F, regardez le site, c'est très intéressant. La chef de Station F est une femme qui n'est pas française, elle est d'origine libanaise, donc c'est très international. Parité entre les hommes et les femmes, très très bien. On va refaire un petit exercice avec Slido, d'accord? On va parler d'un autre entrepreneur. Je vous laisse avec cet homme. Hop. À quoi? Hop, par là, on va aller. Not So Dark. Not So Dark est une entreprise créée en 2020 dans le domaine de la livraison de nourriture. Le reste, Clément Benoît va vous l'expliquer. Mais avant toute chose, quelques mots de vocabulaire. Une dark kitchen, ce sont les nouveaux concepts très populaires depuis l'année du Covid. C'est lorsque les restaurateurs louent un espace
où on cuisine des plats, mais il n'y a pas de serveur et c'est uniquement pour la livraison, ce qu'on appelle les dark kitchen. Autre chose, le mot embaucher, vous connaissez, c'est recruter, débaucher étant licencié. Lancer une entreprise, c'est pas lancer une balle, c'est démarrer une entreprise. La boîte, c'est l'entreprise, mais c'est aussi la discothèque. Attention, boîte, entreprise, discothèque, c'est le même mot. Concept porteur, c'est un concept qui porte, qui a un bel avenir, qui a vraiment l'opportunité de progresser fortement. Une levée de fonds, c'est lorsqu'on lève, donc on attire beaucoup de capital grâce aux investisseurs. Et écoutons cet entrepreneur et nous ferons un petit quiz ensemble. Allons-y. Nous sommes sur le point d'ouvrir cette année, en 2021, 20 kitchens supplémentaires et de créer une quinzaine de marques virtuelles uniquement disponibles sur les plateformes de livraison. Et d'embaucher 1000 personnes pour servir l'ensemble de nos plats dans nos différentes kitchens. Aujourd'hui, on se rend compte que les plateformes de livraison ont un problème d'offre structurelle et qu'il était nécessaire de créer des marques spécialement pour le delivery, pensées pour le delivery. Not So Dark, c'est ma 4e boîte. La première que j'ai créée à l'âge de 21 ans dans le domaine du food delivery, Resto In. La deuxième, Stuart, donc en 2016. La 3e, Fit House, dans le domaine du fitness à New York. Et Not So Dark, il y a 1 an. Des erreurs, on en fait plein. C'est la vie d'un entrepreneur, on fait des erreurs. Lancer un concept trop rapidement, prioriser la croissance versus des fondations solides. À chaque expérience entrepreneuriale, j'ai amélioré mes compétences. J'ai réussi à tirer avantage de mes expériences passées et je pense qu'aujourd'hui sur Not So Dark, on a quelque chose de pas mal. Peut-être dans ma première expérience entrepreneuriale dans le domaine du food delivery, où je pense qu'on est arrivé beaucoup trop tôt sur le marché alors que le concept était ultra porteur, comme on peut le voir aujourd'hui. Notre dernière levée de fonds sur Not So Dark, donc 20 millions d'euros après 1 an d'existence. Avec mon associé, on est super contents. Je pense qu'on a réussi à prouver que le concept fonctionne et à séduire des investisseurs. Donc c'est une belle victoire pour nous. Mon rêve de croissance pour Not So Dark, je pense sincèrement qu'on est arrivé au bon moment avec Not So Dark et qu'on peut faire de cette entreprise une unicorne. Nous sommes sur le... Voilà. Donc, je vous demande d'aller sur Slido. Et cette fois-ci, nous changeons de code. 3336669. Je vous l'écris dans le chat. Une seconde. Donc, Slido. 3336669. Seconde. Voilà. Donc, laissez-moi partager les réponses. Voilà. Combien de Dark Kitchens cette entreprise va-t-elle ouvrir en 2021? 20. Je ne vais pas partager tout de suite s'il y a la réponse. Je vous laisse répondre un peu aux questions d'abord. Donc, combien de Dark Kitchen son entreprise va-t-elle ouvrir? J'ai même fait. Ouais. Et voilà. OK. Eh bien, c'est pas mal. Vous avez bien trouvé la réponse, c'est 20. Exactement. Maintenant, on va aller à la prochaine question. Non. Prochaine question. Combien de nouvelles marques virtuelles vont être créées? D'accord. Je vois que vous suivez bien. Attention. Donc, combien de marques virtuelles vont être créées? OK, je vais vous montrer un peu la réponse, mais vous l'avez. Donc, c'est environ une quinzaine. C'est pour ça que c'est environ 15, puisqu'il a dit une quinzaine. Ensuite, troisième question. Dans quel secteur Not So Dark concentre son activité? Je vois qu'une grande partie d'entre vous ont compris, c'est bien sûr le secteur alimentaire.
agricole, c'est la nourriture, mais du côté des producteurs, donc c'est plutôt alimentaire. Très bien. Autre question, encore deux. Quelle est l'erreur qu'il a faite quand il était un jeune entrepreneur et qu'il n'a plus répétée depuis? Donc ça arrive malheureusement à beaucoup de personnes, hein. Il ne suffit pas d'avoir une bonne idée. Il suffit de la lancer au bon moment, hein. Ce qu'on appelle l'alignement des planètes. Les planètes sont alignées. Ça, très bien. Bravo. Dernière question. Quel est le montant, hein, l'argent, la molla, combien il a levé de fonds? Quelle était la levée de fonds? Hein? Eh bien, je vois, bravo, chers amis, vous avez bien trouvé, c'est 20 millions d'euros. Donc, c'est quand même beaucoup, beaucoup d'argent en seulement un an. D'accord? Eh bien, très bien. Ce que je vous propose rapidement, d'accord? Rapidement, on va finir sur un dernier extrait d'un film sur le monde de la finance. Le film est une adaptation de la vie de Jérôme Kerviel, qui est le Madoff français, vous regarderez, qui a fait perdre 5 milliards d'euros à la Société Générale. Le film s'appelle L'Outsider. C'est un film intéressant, très réaliste sur le monde des traders français. D'accord? L'Outsider. Et on va suivre en fait une réunion. C'est une réunion après 4 mois. Il a fait des bons résultats financiers et son chef doit décider du bonus financier à accorder à Jérôme pour le récompenser de ces 4 mois professionnels. Donc, je vous donne juste 3 mots de vocabulaire, d'accord? Et on y va pour finir. Hop. Voilà. Donc, une cash machine, c'est un franglais, ça veut dire une vraie machine à gagner de l'argent. D'où est venue cette idée? Comment as-tu eu cette idée? Comment as-tu trouvé la bonne idée de faire beaucoup d'argent? Les bars. Une barre, c'est 1 000 euros ou 1 million d'euros selon le contexte. J'ai gagné 10 bars au loto, ça peut être 10 millions d'euros, mais si j'ai gagné 10 bars, je sais pas, un petit loto actuel, c'est 10 000. MTTP, c'est très drôle. MP, pardon, excusez-moi de la faute, c'est MP, mon problème, TP, ton problème. C'est-à-dire, c'est mon problème ou c'est pas mon problème, c'est ton problème. Et tu te prices à combien? Désolé pour la petite faute, hein, c'est pas combine, mais combien. Tu te prices à combien? Ça veut dire tu te valorises à combien d'argent? C'est-à-dire combien tu penses mériter de milliers d'euros. Adjugé, vendu, adjugé, c'est d'accord. Allez, soyons concentrés une dernière fois. La réunion commence. L'outsider. Jérôme, c'était quoi son objectif pour 2006? 5 millions. Ma fiche sur ce tableau. Ouais, et combien il a gagné? Un peu plus de 12. Une vraie cash machine, hein? Ouais. D'où ça t'est venu cette idée de jouer sur le photovoltaïque? Et il a un flair de labrador. Si tu le vois renifler un navet, tu peux être sûr que le cours du navet va flamber. C'était de l'humour. Bon, tu connais la règle. T'as fait 12 millions en 2006. Combien tu dois faire en 2007? Hein? Combien? Bah, 12 millions. J'aime les filles qui comprennent vite. Attendez. Vous connaissez les risques que j'ai pris avec le spiel pour faire les 12 bars et je suis pas... Ça, c'est pas MP. C'est TP. Quoi? C'est pas mon problème. C'est ton problème. La synergence. La synergence. T'as qu'à être moins bon. Maintenant, faut reproduire. Bon, on peut parler du bonus, là. Mais j'y arrive. Bon, tu te prices à combien? 80 000. Fair enough. 80 000 pour un chiffre de 12 millions, c'est pas un bonus. C'est un pourboire. Ouais. Sauf qu'il est encore un peu junior, hein. Moi, j'étais plus sur 60. Donc, entre 60 et 80, on va dire 60. Ça te va? Ça te va? Alors? Hein? Voilà. Allez, adjugé. J'aime bien ces réunions, c'est constructif. Dernière question, chers amis. Combien d'argent il propose? Quel est le montant du bonus proposé à ce jeune trader? Combien?
Très, très bien. 60 000 euros. D'accord? Pas plus. Donc, je vais juste finir sur une chose, chers amis. Hop. Voilà. Hop. Donc, voilà. Donc, voilà. Donc, ça, c'est moi. Donc, je vous remercie. Je vais laisser la parole à Bijal qui va nous présenter la formation des 6 prochaines semaines. Et n'hésitez pas à me suivre sur Instagram pour parler plus du français des affaires sur French Made Easy. Voilà. À bientôt et je laisse la parole, à Bijal. Thank you so much, Antoine. It was an amazing session. We as teachers have been just doing DELF, but this was a totally new area to venture out. Thank you so much. Before we go on with the program that Antoine is proposing for 10 hours, if anyone has questions, you can just press on the raise hand icon and I can unmute you if you need to talk or ask something to Antoine. Any Q&A, anybody? Philip, n'hésitez pas, je suis là. Philip, would you like to add some words to this? Juste un moment. Oui. Merci de me donner la parole. Oui. Ben, écoutez, moi, finalement, j'ai suivi cette intervention avec beaucoup d'intérêt. C'était vraiment très original, très riche. Et c'est là qu'on se rend compte que lorsque c'est un professionnel qui parle de français des affaires, ça fait quand même un peu la différence avec des personnes qui parfois connaissent peu, voire pas du tout, le monde des affaires. Merci Philippe. We have... Asha, oui, Bijal. Oui. Voilà. Oui. Alors, bonjour à tous, ici Asha Prakash. Je voudrais savoir quels sont les débouchés pour les personnes qui vont suivre un cours de français, français d'affaires, en fait. Oui, alors il y a 2 objectifs. Il y a, je dirais, le plus simple et évident, même pour vous, ce sont les personnes qui souhaitent travailler pour des entreprises francophones dans leur pays, parce que ça implique moins de difficultés de visa, etc. Donc ça, c'est un gros débouché. Notamment une personne qui a travaillé pour la chambre de commerce locale. Les chambres de commerce, je le répète, recrutent souvent des gens du pays qui parlent bien la langue. Et c'est souvent un travail intéressant et en plus peut être assez stable pour plusieurs années. Et j'ai réussi aussi à envoyer plusieurs personnes pour travailler en France. C'est souvent couplé avec peut-être une rencontre, je dirais, un partenaire, une rencontre amoureuse. Il y a souvent des histoires comme ça où justement la personne souhaite aller en France pour cette raison. Et il y a aussi les cas où les gens veulent juste mieux comprendre le monde de l'entreprise française, puisqu'il y a quand même beaucoup d'entreprises françaises partout dans le monde. C'est quand même un pays assez dynamique et ils souhaitent comprendre par eux-mêmes. Voilà. D'accord, parce que pourquoi je vous demande cette question? Parce que personnellement, moi, je suis déjà employée dans une entreprise informatique, mais en plus, je voudrais savoir quels sont les débouchés internationaux, en fait, parce que pas seulement dehors des pays, mais aussi même en Inde, je voudrais savoir quels pourront être les autres débouchés. Alors, comment... Je pense que peut-être que Philippe a un peu plus d'informations n'étant pas en Inde. Moi-même, c'est vrai, je n'ai pas exactement de données. Oui, en fait, je voudrais que, Bijal, tu aussi, tu pourrais être un bridge pour nous parce que nous pouvons te donner des informations ou notre souhait, qu'est-ce que nous voulons comme travail et peut-être tu peux agir comme un bridge, un pont entre les personnes qui regardent cette vidéo et avec d'autres personnes comme Philippe ou d'autres personnes qui représentent
ce secteur, en fait. Oui. Alors, je vais répondre en 2 points. Le premier point concernant la motivation là, sur l'apprentissage du français dans le domaine des affaires. J'étais il y a quelques années en Grèce et à l'époque, l'Institut français, puisqu'il n'y avait pas d'alliance française en Grèce, il n'y a que l'Institut français, travaillait avec Sanofi, une entreprise pharmaceutique française implantée dans plusieurs pays dans le monde. Et en fait, j'avais fait un petit audit dans l'entreprise pour savoir un peu quels étaient pourquoi finalement les gens cherchaient à apprendre le français, puisqu'ils bougeaient de temps en temps vers la France, mais pas beaucoup. Et en fait, je me rappelle d'une personne, d'un cadre, qui m'a dit oui, c'est vrai, vous avez raison, la plupart des réunions sont en anglais, mais on sait très bien que les choses importantes se disent en français tout près de la machine à café. Et pour nous, c'est important de pouvoir comprendre aussi les échanges informels. Et ça, j'ai trouvé que c'était une très bonne motivation. Alors, sur la question des emplois, tout dépend évidemment de vos qualifications linguistiques, mais pas seulement, hein, vos autres qualifications, votre expérience, et puis votre souhait d'évolution de carrière, dans quel secteur, avec... donc d'abord, il faut que vous vous informiez sur les grands groupes français représentés en Inde, et puis que vous alliez sur les sites de ces groupes pour vérifier quelles sont les offres d'emploi. Les offres d'emploi sont également publiées sur Indo-French Chamber of Commerce and Industry. Donc là, vous pouvez trouver également des offres d'emploi qui sont déposées par des entreprises françaises ou franco-indiennes. Voilà. Donc, il n'y a pas de recette miracle. Hein. Donc, il faut rechercher un petit peu aussi par vous-même. Thank you, Philip, and thank you, Asha, for your question. Before we end, I would just quickly like to show what Antoine is proposing for the 10-hour course. So just to let you know, it's going to be a very practical program for 10 hours. So just to let you know, yeah. So if you go on our, okay, if you go on the website, the link is put up in the chat box. We have mentioned all the modules, all the content, what's going to be done by Antoine. And as I mentioned, I'm repeating, it's going to be very interactive where you as a participant are going to be completely involved in the process. So it's not just going to be listening, you're going to participate. So if you need to brush your skills about business French, how to talk, what is the vocabulary, how to go about, it's all mentioned over here. We'll also be mailing you this link again. In detail, it's everything given over here. So anyone who's interested, we are starting from 24th of March. You can fill the form and I'll get in touch with you very soon. And if you have any queries, feel free to message us. Thank you so much. Thank you, Philippe and Antoine. Thank you so very much for this interesting program and wish you all a very happy evening. Thank you. Bye, Antoine. Merci à vous tous. Très bon groupe. Merci, Antoine. Merci, Bijal. Merci. Philippe aussi.